Bonjour et bienvenue sur Blogi. Aujourd'hui on va parler d'un engin un petit peu particulier, c'est le Toshiba AC100. Le Toshiba AC100 qui n'embarque pas un processeur comme on a pu le voir de type Atom, mais un processeur ARM, un Nvidia Tegra 250. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport au netbook qu'on connaît bien? Ça change deux choses vraiment importantes. D'abord l'impossibilité d'installer un système d'exploitation Windows, donc ici on a remplacé Windows par un Android 2.1. L'autre chose, c'est qu'on a un engin qui va consommer très peu d'énergie, qui n'a pas besoin de ventilation pour fonctionner et qui donc se retrouve à la fois très fin, très léger et vraiment très maniable, très agréable au quotidien. Donc ça fait 2 semaines que je me balade avec cette machine vraiment tout le temps avec moi. Elle n'a pas bronché déjà d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire que c'est un revêtement mat légèrement texturé qui est franchement très agréable à manipuler, c'est que c'est très léger, très agréable, et en plus très résistant. Donc l'avantage du Tegra, c'est que vu sa faible consommation, la faible consommation du système, on a une machine qui n'a pas besoin d'embarquer une batterie, là c'est une 3 cellules, une batterie énorme pour avoir une très bonne autonomie, donc elle se retrouve vraiment à être très fine, très manipulable et très légère. On a quand même un engin assez complet, même s'il y a quelques petits défauts, on va dire, d'un point de vue connectique. On va regarder ça tout de suite. Alors, pour commencer, un point très fort, c'est cette sortie HDMI. Comme la machine est capable de décoder matériellement de la vidéo HD, on va le voir un petit peu plus tard, la vidéo HD type 1080p, elle fait ça vraiment sans aucun souci. Elle n'a pas de ventilation, c'est-à-dire que c'est un engin qui, posé à côté d'un téléviseur, va permettre la lecture sur un écran externe d'un film 1080p, 720p ou quoi que ce soit d'autre, directement, sans un bruit et avec une qualité vraiment bluffante. Donc cette sortie HDMI, c'est une bonne nouvelle. En plus, c'est le vrai format HDMI, c'est pas une mini HDMI, donc on peut vraiment brancher directement un câble sans se poser de questions. Une sortie casque et entrée micro. Donc ça c'est une prise, on peut évidemment écouter avec un casque classique, mais sinon il faut une prise casque micro propriétaire pour pouvoir vraiment l'exploiter. C'est un petit peu dommage, mais c'est, on va dire, dû à la forme et à la taille disponible sur l'engin. Un lecteur de carte SDHC, ça c'est important parce qu'on va pouvoir booster la mémoire intégrée. C'est un SSD à l'intérieur de cette machine, la mémoire de 16 Go, donc c'est un petit peu léger, c'est très bien pour un système Android, un petit peu léger par contre pour stocker justement les films et vidéos dont on parlait. On va pouvoir, si on veut, stocker de la qualité HD. Donc une carte SD en plus, c'est pas négligeable. De l'autre côté, on a un seul port USB. Alors ça, c'est peut-être le défaut de la machine. Un seul port USB, ça veut dire se balader avec un hub USB si on veut vraiment pouvoir profiter d'un système de type clavier souris externe pour en faire une machine vraiment plus confortable. Un deuxième port USB, mais qui est un mini USB, qui est un USB host, donc pas forcément compatible avec tout. Le port d'alimentation de l'engin et un port anti-vol. En façade, on a 4 LED qui indiquent l'état de la machine. Alors ici, elle est en veille. Ça indique, c'est assez important parce que c'est une machine qu'on va utiliser vraiment au quotidien en ouverture permanente et en fermeture permanente. C'est-à-dire qu'on va l'ouvrir, la démarrer instantanément, la refermer, etc. Donc on va l'utiliser en saut de puce au quotidien dans la journée. Sous l'engin, on découvre une paire d'enceintes stéréo, pas forcément super bien placées, mais le son est, on va dire, relativement correct pour un netbook de cette taille. Vu l'épaisseur qu'il y a, de toute façon, on ne peut pas avoir un netbook avec une qualité sonore vraiment bluffante. Donc il faut préférer la sortie casque pour vraiment avoir un bon son. Enfin, dans l'ensemble, on a un engin vraiment super maniable, super agréable. Petit bémol concernant le chargeur d'alimentation, même si vu l'autonomie de la machine, on n'en a pas besoin vraiment tout le temps. Une journée de travail avec ce type de machine-là, ça pose aucun problème. Le chargeur, il est très bien, il n'est pas coudé, c'est un petit peu dommage. Donc on a une vraie sortie en dehors de la machine. Ça c'est pas vraiment un gros souci, mais ça peut poser problème à long terme parce que ça joue beaucoup sur le port. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir une sortie coudée. Et surtout, un défaut un petit peu gênant, c'est cette prise tripolaire, donc qui condamne à se balader avec une prise de ce type à l'autre bout, qui elle est beaucoup plus épaisse que l'engin, le netbook. Donc ça veut dire qu'on a un engin super fin dans un coin de son sac, mais par contre on va se balader avec ce type de solution si on part en vacances. Un petit peu dommage, j'aurais préféré une prise bipolaire, il n'y a pas mort d'homme.
Alors, ce qui est vraiment super avec cette machine, moi qui viens de me taper une semaine administrative assez lourde, c'est son ergonomie qui est très bonne, son autonomie qui est excellente, et le fait de pouvoir l'utiliser comme ceci, c'est-à-dire instantanément. Android est en veille comme sur un téléphone portable, c'est-à-dire que la machine est toujours disponible. On peut la refermer, l'utiliser, l'ouvrir. Vraiment, on n'a aucun souci avec ça. On n'a pas besoin de lancer un programme en Windows ou autre. Ça reste en veille, c'est en mémoire et on peut l'utiliser. Ça se réinitialise en vraiment une seconde. Le temps de l'ouvrir, on réinitialise l'engin. Donc là, elle se rallume. Je vais la rallumer, hop. Et voilà, j'ai un engin qui est exploitable. D'un point de vue fonctionnement, ergonomie, pas de gros défauts. En fait, on a une machine qui correspond bien à sa finesse. C'est-à-dire que le clavier n'est pas le meilleur clavier du marché. C'est un clavier aux touches assez plates, avec une course assez profonde malgré tout, donc c'est pas désagréable. Mais c'est pas le meilleur clavier qu'on ait vu. Il y a aussi quelques petits détails qui auraient pu être un petit peu mieux gérés, des touches qui sont un petit peu étroites. C'est dû au fait notamment d'avoir dû intégrer des touches importantes pour Android. On a par exemple cette touche échappe-retour qui est très sollicitée sur Android pour faire back, pour revenir en arrière, mais qui est vraiment toute petite. Donc on a des fois du mal à appuyer correctement dessus. Pour le reste, les touches fléchées sont assez bien trouvées, avec de l'espace au-dessus des touches de côté, donc ça fonctionne plutôt bien. C'est une assez bonne solution. La touche entrée comme ça en format vertical qui fonctionne aussi également assez bien. Donc tout ça c'est assez agréable à utiliser. Et il y a des petites fonctionnalités sympathiques comme l'appel de mail, le surf ou les préférences système Android qui sont accessibles vraiment en un clic. Le pavé tactile est un peu court, c'est-à-dire qu'il est assez large mais assez peu profond. Au final, ça fonctionne plutôt bien encore une fois parce que l'écran 10 pouces, il est en 1024 par 600, donc dans l'ensemble ça fonctionne bien. C'est pas désagréable à l'usage. Les boutons sont silencieux et assez agréables. Donc dans l'ensemble, on a une solution qui tient la route et on arrive facilement à manipuler et à prendre en main la machine. Les petites LED dont je vous parlais tout à l'heure, le petit bouton d'allumage en haut à gauche. Voilà, donc ça fait vraiment un engin, encore une fois, très léger, très agréable. Petit bémol, donc l'écran brillant qui m'a pas gêné pour le moment parce que j'ai fait beaucoup d'attentes administratives à l'intérieur de jolis locaux administratifs, donc pas forcément sous le soleil, mais c'est un écran assez brillant et qui peut être assez gênant d'un point de vue reflet. Par contre, il est assez lumineux. Autre point, on a des touches qui sont situées ici en haut qui permettent de gérer le hardware. Ce n'est pas des touches de fonction, donc il n'y a pas besoin de faire Alt plus quelque chose pour pouvoir les manipuler. On peut par exemple très facilement baisser la luminosité de l'écran ou couper le Wi-Fi. Ça prend vraiment une seconde, c'est assez pratique. Ça change un petit peu aussi des habitudes qu'on avait avec Windows. Et donc c'est pas mal, notamment les fonctionnalités multimédia ici, play, pause, stop, avance, retour, donc tout ça ça fonctionne plutôt bien. D'un point de vue fonctionnement justement, on va regarder tout ça en détail. Mais avant de parler d'application, je voudrais vous montrer quelque chose, puisqu'on me l'a posé 1000 fois par email cette question. C'est est-ce que les périphériques USB, par exemple, qu'on a habituellement sur nos PC, sont compatibles avec cette machine sous processeur ARM? Alors c'est très simple, on va le faire, on va le brancher. Voilà ce que ça donne quand on branche une souris USB. Donc je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais on a un petit curseur qui fonctionne et qui nous permet donc de nous balader dans la machine de façon tout à fait traditionnelle. Voilà, sauf que là j'utilise bien une souris standard USB pour pouvoir manipuler l'ordinateur. Donc cette petite souris, on va l'enlever, on va brancher le clavier. Et donc on peut très bien, alors là j'utilise un petit clavier, en plus c'est un QWERTY, je facilite pas les choses, mais donc on a bien la possibilité de manipuler la machine. On va lancer Opera Mobile, voilà. Je vais utiliser ici, hop, et je vais taper Paris sur mon clavier QWERTY et entrer. Donc voilà, ça se fait automatiquement, il n'y a
aucun souci, il n'y a pas de temps de chargement trop long, pas besoin de pilote, etc. Vos périphériques actuels fonctionnent. Donc si vous mettez un hub USB, une souris au bout de ce hub et un clavier, vous avez une solution tout à fait fonctionnelle avec cette machine, même si c'est un processeur de type ARM. Il n'y a aucun souci. Il en va de même bien sûr pour toutes les clés USB, cartes SD, etc. formatées de façon traditionnelle dans le monde PC. Donc ici une clé formatée en FAT32, elle se met à clignoter, elle va être détectée automatiquement par la machine et on va pouvoir y accéder. Alors ce qui est assez drôle, c'est d'avoir une clé qui rend la machine un petit peu bancale. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elle est tellement épaisse, cette clé par rapport à la machine, qu'elle la rend un petit peu inclinée. C'est assez drôle. On va aller chercher, avec le Toshiba File Manager, on va aller chercher les données de la clé. Donc elles sont indiquées ici, le stockage interne, la carte SD, la webcam et au milieu donc la clé USB. On va cliquer dessus. Et donc une fois la clé insérée, on accède comme sur un PC normal, on accède à tout le contenu de la clé, donc ça pose aucun problème. On va revenir à l'interface de base. Donc voilà, encore une fois, c'est pas parce que c'est un processeur de type ARM qu'on a l'impossibilité d'utiliser les fonctionnalités habituelles et les périphériques habituels, ainsi que vos documents habituels sur la machine. Au contraire, ça fonctionne très très bien.